Démarrage des cours pour les élèves du primaire et du secondaire hier. La rentrée scolaire a été effective dans plusieurs établissements. La protection de la couche d'ozone au cœur des préoccupations de la communauté internationale hier 16 septembre. Et puis en République démocratique du Congo, le projet de loi d'amnistie en examen à l'hémicycle. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'école a repris hier 16 septembre. Dans les salles de classe, au primaire comme au secondaire, l'heure était aux révisions. Plus de 50% des élèves inscrits ont répondu présent à l'appel. Le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, était sur le terrain pour souhaiter une bonne rentrée scolaire aux élèves et enseignants. Hamza Diaby. 930 heures, soit 31 semaines effectives de cours. Voilà le temps que doit durer l'année scolaire 2013-2014 en Côte d'Ivoire. Ce pari, Kandia Camara veut le réussir, aidé en cela par l'ensemble des acteurs du système éducatif. Ce lundi, jour de rentrée sur l'ensemble du territoire national, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique est venue souhaiter la bonne reprise à quelques élèves. Soyez tous les jours à l'école, venez en classe, à l'heure, travaillez, suivez les cours, écoutez les consignes, non seulement de vos enseignants, mais du personnel d'encadrement, de madame le proviseur. Soyez sages, soyez respectueux, toujours propre comme vous l'êtes aujourd'hui. Vous êtes beau et belle. Message bien perçu par les apprenants, visiblement heureux de regagner les classes. Je suis venue aujourd'hui effectivement pour commencer les cours et tout s'est bien déroulé. Jusqu'à présent, on comprend bien les cours, on se retrouve bien dans ce premier jour de la rentrée. Nous avons l'agréable surprise de constater que tous les enseignants sont là, les élèves aussi sont là, les parents ont compris le message de Madame le ministre. Quand on dit la rentrée le 16 septembre, c'est le début effectif des cours. La rentrée scolaire concerne également les tout-petits. Ici, à l'école primaire Selmer, Camp de Vridi, ce lundi est jour de démarrage effectif des cours. Une situation qui réjouit les syndicats d'enseignants. Nous avons lancé l'appel à nos camarades qui ont répondu. Les enseignants sont à l'école. Les élèves ont répondu également. Les parents, vous l'avez vu, ils sont venus nombreux pour accompagner leurs enfants. Tout le monde est mobilisé, ça veut dire que l'école a effectivement repris. Plus loin, au groupe scolaire régional de Trècheville, qui a fait peau neuve, même son de cloche, les élèves sont en classe. Pour cette année, par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de problème. Nous demandons de l'aide à l'État, aux partenaires. L'école maternelle n'est pas du tout ça. C'est le bureau d'un des directeurs transformé en école maternelle. Avec cette distribution gratuite de kits scolaires aux élèves, l'année scolaire 2013-2014 vient de démarrer. Elle prendra fin le 25 juillet 2014. La protection de la couche d'ozone au cœur des préoccupations de la communauté internationale hier 16 septembre. C'était à l'occasion donc de la journée dédiée à ce sujet. Une journée au cours de laquelle la coordination nationale du projet Ozone de Côte d'Ivoire a prôné un changement de comportement. Laetitia Manglé. En Côte d'Ivoire, posséder un réfrigérateur ou même un climatiseur n'est plus un luxe. La très chaude température de la zone tropicale qui abrite le pays est l'une des causes de la dépendance de nombreux Ivoiriens à l'air conditionné. Au bureau, on n'a pas le choix. Quand il y a le climatiseur, on peut mieux travailler, on se sent mieux à l'aise. Je pense que le climatiseur est très important pour l'amélioration des performances. En raison de la température ivoirienne qui est chaude, on ne peut pas mieux réfléchir avec la chaleur. Consommer des aliments glacés, vivre au frais, c'est agréable, mais non sans conséquences. Les appareils électroménagers importés d'Europe sont pour la plupart alimentés de gaz nocifs à l'environnement. Depuis le 1er janvier 2010, il est interdit d'importer le gaz qu'on appelle le chlorofluorocarbone. En deux termes, c'est ce qu'on appelle ici le fréon, notamment le fréon 12 qui alimente les frigos, qui permet également de fabriquer les aérosols et également les mousses. La couche d'ozone est donc menacée, avec elle la vie des êtres vivants sur Terre, exposés aux rayons solaires ultraviolets. Une situation qui préoccupe le ministère de l'Environnement, qui toutefois prend des mesures. Il y aura substitution de gaz qui détruit la couche d'ozone par d'autres nouveaux gaz. Et pour cela, il faut former les techniciens du froid. Nous formons également les agents de douane qui, en fait, procèdent au contrôle des importations pour éviter le trafic illicite
des gaz-là qui sont prohibés. La 26e journée internationale de la protection de la couche d'ozone a été marquée en Côte d'Ivoire par une série de conférences et de sensibilisation sur l'utilisation de gaz de substitution et d'engrais naturels dans le secteur agricole. Accroître ou stimuler les investissements privés en matière de pêche dans 7 pays de l'Afrique de l'Ouest. La question était au cœur d'un atelier hier lundi. L'événement a eu lieu au ministère des Ressources animales et halieutiques. Les détails avec Thomas Guessambi. État des lieux, mise à jour et amélioration des cadres juridiques relatifs aux investissements privés et autres mesures fiscales facilitant le développement de la pêche. Seul canevas objet d'étude. Objectif, contribuer à accroître ou stimuler les investissements privés dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest à façade maritime. Ce 16 septembre, au ministère des Ressources animales et halieutiques, il était question de restitution des résultats de cette étude. L'étude met en évidence la nécessité de développer le secteur des pêches par des investissements à échelle nationale comme internationale. Et cet investissement doit être orienté aussi bien vers la gestion et la conservation des ressources halieutiques que vers l'exploitation pour créer des richesses pour aujourd'hui et pour demain. À l'occasion, le ministère en charge de la question s'est félicité de la réalisation d'une telle étude qui va contribuer à améliorer les capacités à obtenir et à analyser les données pour convaincre l'État à investir davantage dans le secteur de la pêche. Jusqu'à ce jour, la pêche demeure artisanale en Côte d'Ivoire avec un niveau d'activité de 63%. La crise de l'eau, une autre préoccupation des États membres de la CEDEAO. Des réflexions sont donc menées pour trouver des solutions aux problèmes liés à la gestion de l'eau potable en Afrique de l'Ouest. La rencontre a eu lieu ici même à Abidjan. Elle a démarré donc hier pour se terminer le 20. Près d'1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable quand plus de 2 milliards manquent de cadres d'assainissement adéquats. Selon les experts, la crise de l'eau dans de nombreux pays n'est pas due à un manque de ressources, mais à des déficits de gouvernance. Et les États ayant en partage le bassin du Niger ne sont pas en reste. 3 de ses membres, dont la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo, appuyés par le réseau Water Integrity Network, le WIN, tentent de résoudre la crise de l'eau en Afrique de l'Ouest. Quand nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, on a un manque d'eau dans certaines régions. Il y a des gens qui se branchent sur le réseau pour distribuer de l'eau de façon parallèle. Nous devons gérer la ressource de telle sorte que tout le monde puisse bénéficier de l'eau en quantité et en qualité. À travers les OMD, le Bénin est environ à 64% de taux de desserte. Les objectifs chez nous, c'est 67,3%. Actuellement, on peut estimer le taux de desserte en eau potable à 45%. Vous voyez que le déficit est encore grand, ce qui justifie les efforts que le gouvernement du Togo est en train de mener dans le secteur de l'eau et de l'assainissement aujourd'hui. 5 jours durant, les experts ivoiriens, béninois et togolais vont tenter d'apporter des solutions aux problèmes liés à l'eau et à leurs répercussions sur le développement durable dans la sous-région. L'atelier sous-régional de renforcement des capacités des acteurs de l'eau, faut-il le rappeler, intervient après le premier forum mondial sur l'intégrité de l'eau tenu aux Pays-Bas en juin dernier. Voilà une visite qui a donc démarré hier 16 septembre pour s'achever le 20 septembre prochain. C'était un reportage signé Juliette Ouya. Visite ministérielle perturbée hors de notre pays, donc à Kidal, dans le nord du Mali. Des sympathisants du MNLA auraient tenté d'empêcher l'avion qui transportait les ministres maliens de la Réconciliation nationale et de l'administration du territoire d'atterrir dans la zone. En République démocratique du Congo, la libération de certaines personnes, certains prisonniers politiques donc, est envisageable. Le projet de loi d'amnistie promis par le président Joseph Kabila pour décrisper le climat politique est en passe d'être adopté. Les députés congolais sont réunis depuis ce matin à Kinshasa en session ordinaire pour examiner le projet de loi d'amnistie promis par le président Joseph Kabila pour décrisper le climat politique. Si cette loi est votée, elle ouvrira la voie à la libération de certains prisonniers politiques. Parallèlement,
Le gouvernement examine en ce moment la possibilité d'une grâce présidentielle qui serait accordée à des prisonniers de droit commun. Victoire écrasante pour le parti du président Paul Kagame hier aux législatives au Rwanda. Le front politique rwandais FPR s'en sort avec plus de 76% des voix, des résultats qui consolident le pouvoir du président Kagame à la tête du pays donc depuis 1994. Et puis les tractations se poursuivent pour donc réfléchir sur la question de l'armement syrien. Ce matin même, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a eu des échanges avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, pour donc tenter de défendre la position de la France sur le sujet, à savoir des résolutions fortes et contraignantes sur la Syrie, des négociations qui de reste n'ont rien donné. Ce lundi, jour de remise du rapport des experts de l'ONU sur les armes chimiques, l'entente américano-russe de samedi commence déjà à vaciller. Dans la matinée, le président français et son ministre des Affaires étrangères ont reçu William Hague et John Kerry. Grande-Bretagne, États-Unis et France sont tombés d'accord pour voter rapidement à l'ONU une résolution qualifiée de forte, robuste et contraignante pour pousser Damas à démanteler son arsenal chimique. Nous voulons très vite des actes concrets et vérifiables, en gardant à l'esprit que toutes les options doivent rester sur la table si les déclarations ne sont pas suivies des faits sur le terrain. Le ton se veut ferme, mais les ministres se sont contentés d'évoquer des conséquences sérieuses en cas de non-respect des promesses syriennes. Une déclaration rapidement tempérée par la Russie. Selon Sergueï Lavrov, les menaces pourraient faire échouer les efforts de paix. Faire des menaces ou chercher des prétextes pour des frappes, c'est un moyen de suggérer à l'opposition au régime qu'on attend d'eux de nouvelles provocations. À Damas, depuis les accords de ce week-end, on se réjouit de voir la menace d'une intervention militaire s'éloigner. La situation en Syrie a besoin d'une solution politique et toutes les parties doivent prendre des initiatives pour parvenir à un règlement politique. La France, les États-Unis et la Grande-Bretagne rencontreront l'opposition syrienne fin septembre à New York pour faire avancer en parallèle le dialogue politique. Et puis sachez avant de nous dire au revoir que 13 personnes ont perdu la vie hier dans une fusillade à Washington. Le tireur a été également tué. Ses motivations ne sont pas encore connues. Merci de nous avoir suivis.